on reprend. Moi, je ne vais pas monopoliser la parole très longuement parce que, comme l'a précisé Nicolas Franck ce matin, ce qu'on a voulu quand même, c'est une journée qui soit pour les pères aidants et par les pères aidants. Donc on ne sera que 3 psychiatres dans cette salle aujourd'hui. Nicolas Franck, Mélanie Dautré et moi-même. Donc voilà, c'est la première fois qu'on fait un colloque avec aussi peu de psychiatres, mais c'est bien, ça change. Ah oui, aussi, effectivement, tout à fait. 4. Donc, moi, ce que j'ai voulu vous faire aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu original par rapport aux présentations que je peux avoir l'habitude de faire. C'est-à-dire que je vais vous partager un petit peu ma propre expérience de psychiatre qui travaille avec des pères aidants. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille avec des pères aidants, quasiment. Et j'ai voulu vous faire une présentation qui ne soit pas forcément très théorique, hein, puisqu'on se serait, je pense, beaucoup répété entre ce qu'a pu dire Nicolas Franck ce matin et ce que j'aurais pu faire. Donc l'idée, c'était vraiment de vous apporter un peu mon partage d'expérience. Et pour pas trop m'y perdre, j'ai écrit un texte que je vais vous lire pour essayer de vous retranscrire au mieux un peu cette expérience-là que j'ai depuis 8 ans et comment j'ai traversé, comment ma pratique de psychiatre a traversé cette question de la père aidance et la traverse encore. Voilà, donc je vais commencer. Donc quand je commence mon internat, moi, en 2013, le mot de père aidance n'existe pas dans le langage psychiatrique que j'apprends. Je découvre une psychiatrie qui n'était pas vraiment celle que j'avais pensé choisir. Des services d'hospitalisation où l'on enferme les gens à clé dans leur chambre. Des psychoses dont on me dit qu'on ne guérit pas, avec un rendez-vous tous les 3 mois, une injection mensuelle. Et on ne se demande pas si cela va terminer un jour. Et puis des patients qui, parfois, n'espèrent plus grand-chose de nous. Et surtout, personne ne semble plus s'en émouvoir, remettre en question ou penser qu'autre chose soit possible. Et c'est ainsi. Et jeunes internes que nous sommes, nous essayons tout de même de ne pas nous habituer et espérons pouvoir, par la mobilité que nous confère l'internat, découvrir d'autres pratiques, ne pas faire taire la révolte qui s'anime en nous et peut-être connaître un virage de la discipline qui semble un peu en panne d'inspiration. Et finalement, à mes débuts, je rencontre des personnes qui veulent croire en quelque chose de mieux. Mon vocabulaire s'enrichit, j'apprends le mot « équipe mobile ». Il n'y en a pas, là où j'exerce alors on en bricole une, on sort de nos bureaux où les gens n'ont pas forcément envie de venir pour se faire inviter chez eux. On propose à ceux qui se murent dans leurs intérieurs d'aller dehors. On trouve un rapport plus horizontal avec les personnes qu'on accompagne. Et surtout, on voit ces personnes sous un autre angle. Et c'est à nous de nous adapter. Alors je me renseigne un peu sur le sujet. Il y en a plein d'autres, en fait, des équipes mobiles. Il y a Mars, à Marseille, que vous connaissez peut-être, qui a implanté depuis 2011 en France le programme Un chez soi d'abord. Première fois que j'entends parler de la père aidance à ce moment-là. Et première rencontre, quelques temps plus tard, avec un père aidant, Herman Müller, et son allié psychiatre, Vincent Girard. Le binôme est engagé, convaincant, et je commence à me dire que ce doit être une bien belle façon de soigner et d'utiliser le savoir expérientiel en appui du savoir médical. Après tout, bien qu'ayant connu comme beaucoup des souffrances, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça fait d'être hospitalisé en psychiatrie, de se voir parfois privé de ses libertés fondamentales ou de prendre les médicaments que je prescris chaque jour. Alors je croise Jean-Luc Roland, qui, à l'époque, du haut de ses 68 ans, défend encore avec conviction la psychiatrie communautaire, ce qui m'ouvre un champ des possibles et des occasions de rencontres avec des dizaines de professionnels du soin qui impulsent des changements de pratique, les conduisent et les diffusent. Et au cours de la formation que je suis à la psychiatrie communautaire, je découvre la père aidance, une entraide professionnalisée où les personnes détenant un savoir expérientiel et fortes de leur parcours de rétablissement s'engagent auprès des personnes en soins. Et de retour dans ma ville d'internat, j'ai la possibilité, là, de prendre un stage en réhabilitation psychosociale. Donc j'annonce à mon entourage que je vais en réhab. Il y en a qui s'étonnent un peu, qui se demandent si j'ai une toxicomanie cachée ou un résultat d'un peu trop de soirée médecine. Et je rentre dans cette secte de la réhab, elle est perçue comme ça, hein, presque, à ce moment-là. Et puis, on me parle du chef de la secte, qui s'appelle Nicolas Franck, et qui est à 60 km de là. Alors, je vais assister aux enseignements de la réhabilitation psychosociale, portés par mon envie d'aller voir ailleurs et reconnaissant les valeurs qui me portent. J'y apprends d'autres façons de soigner. Je mesure aussi toute la lutte à mener encore contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques.
Et là, un médecin, alors assistant de Nicolas Franck, qui s'appelle Brice Martin, avec qui j'ai ensuite eu la chance de travailler, il enseigne la notion de rétablissement. Donc, imprégné de cette vision humaniste de la psychiatrie, la pérédance fait sens et les bases sont posées pour un exercice qu'aujourd'hui, je n'envisage plus sans la pérédance. Développant une compréhension de la psychiatrie comme question politique et sociale et non uniquement médicale, je découvre un peu à la même époque Goffman, Foucault, je fais un peu de sociologie, et je comprends alors tout le mot du sens empowerment et la nécessité absolue de contre-pouvoir permettant de replacer la personne au centre. Donc je suis fraîchement thésée, j'arrive en 2017 à Lyon, dans le service de Nicolas Franck. Et en fait, on commence à prendre très au sérieux depuis quelques années les propositions de la réhabilitation psychosociale et de la psychiatrie communautaire. Donc Nicolas me dit qu'on va embaucher une paire aidante professionnelle qui va même être financée par l'Agence régionale de santé. C'est plus que ce que j'espérais. On ne va plus se contenter de rêver dans nos DU ou nos colloques, on va vraiment laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc c'est Camille Niard qui vient à nous, qui a été la première paire aidante du Vinatier professionnel. Et depuis 8 ans, je n'ai pas travaillé dans un service qui ne travaille pas avec des paires aidants professionnels. N'embauche pas de paires aidants professionnels. Alors c'est quoi, en fait, pour moi, travailler au quotidien avec des paires aidants ? Donc, de mon point de vue de psychiatre, c'est permettre à des personnes qui ne croient plus aux psychiatres d'avoir une autre option. C'est accéder à une plus juste représentation de ce que peuvent traverser les personnes qu'on reçoit. C'est ne jamais cesser de croire au rétablissement. C'est reconnaître le courage nécessaire pour se battre contre la maladie. C'est prendre conscience des maltraitances psychiatriques et lutter contre. C'est démasquer les conduites stigmatisantes des soignants. C'est armer les patients contre l'autostigmatisation. C'est apprendre aussi à reconnaître ses propres limites personnelles. C'est cesser de se sentir invulnérable. Et c'est oser user de son propre savoir expérientiel auprès des personnes accompagnées, même lorsqu'on est psychiatre. Avec le DU créé en 2019 à Lyon pour améliorer l'accès à la formation, on en a parlé tout à l'heure, qui était encore limité à cette époque, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entre vous. Beaucoup sont dans cette salle. Et chaque année, c'est un véritable plaisir d'enseigner dans ce DU. L'enseignement est très différent de ce que je peux faire ailleurs. Les personnes qui sont là sont très engagées en général, s'entraident, débattent, et puis parfois activent un peu mes tendances contestataires. Et vous me permettez de continuer à croire en la révolte, à croire en mes patients, à croire en un exercice engagé du métier de psychiatre et à me remettre en question, à m'améliorer et à avoir de l'espoir. Faites de la paire aidance finalement. Merci. Et je vois aussi des pères aidants de l'autre côté de mon bureau, des patients, des patientes que je suis ou que j'ai suivis. Ils me partagent leur plaisir à exercer ce métier, mais aussi leurs doutes, les maltraitances institutionnelles qu'ils peuvent subir, la précarité de leur poste et les récurrentes qualifications d'inadaptation qui ne sont souvent que le produit d'attitudes stigmatisantes de leurs collègues soignants. Les espaces thérapeutiques et de travail coexistent parfois, soulevant cette délicate question, est-ce qu'un père aidant peut travailler là où il a été soigné ? Certains collègues soignants se hérissent à cette question, invoquant la sacralisation de l'espace thérapeutique, l'impossibilité de coexister dans l'espace public et l'idéalisation sûrement d'une relation thérapeutique où exposer autre chose de soi que son soi psychiatre deviendrait dangereux. Les plus sceptiques sont généralement les mêmes qui ont peur de croiser leurs patients dans la rue. Et bien souvent, c'est aussi une position paternaliste, il me semble, qui s'exprime, avec l'idée, la prophétie qu'un père aidant, ancien patient, ne puisse décompenser au contact de son ancienne souffrance. Ce peut être encore une incapacité à imaginer l'autre autrement que ce qu'on a connu dans les moments difficiles de la maladie, et à l'estimer, fort de son savoir expérientiel, compétent. Et c'est parfois la crainte que ne fuite le secret professionnel, ce qui implique une grande confiance de la part des pères aidants qui choisissent de travailler dans l'institution où ils ont été, où ils sont suivis. Et cette confiance nous honore, constitue un pilier d'une bonne collaboration, que ce soit finalement dans la relation thérapeutique ou dans le travail. Alors, n'avons-nous pas à apprendre comment bien soigner des personnes que nous avons soignées ? Et bien qu'un rapport hiérarchique serait impossible, je pense, à établir avec un ancien patient, me concernant, il ne m'a jamais été pénible de travailler avec des pères aidants dont j'ai été le médecin, et cela a donné lieu à des collaborations fructueuses. J'ai toujours pu apprécier collaborer autrement avec mes patients pères aidants, les voir m'aider à accompagner d'autres personnes, faire évoluer les équipes, mener des projets dans lesquels ils ont parfois le courage de m'inviter ou les voir rejoindre les miens. Et certains de mes patients pères aidants sont aussi présents aujourd'hui, et je les remercie de continuer à me faire confiance comme médecin, comme collègue,
parfois les deux, sans que ce croisement des espaces ne devienne jamais un problème lorsqu'il est mutuellement choisi. Voilà, alors j'étais censée, comme je vous disais, vous faire un petit medley des actualités de l'evidence-based medicine sur la paire aidance, pour qu'on puisse peut-être encore se justifier face aux sceptiques que ça sert à quelque chose. Et un jour, un confrère avait affirmé à Nicolas Franck qu'il n'y avait pas de méta-analyse, c'est-à-dire d'études scientifiques de haut niveau de preuve qui démontraient l'efficacité de la paire aidance. Alors c'est faux, il y en a. Alors bien sûr, on peut arguer que ces résultats sont parfois contradictoires, qu'on peut toujours douter de l'efficacité fondée sur les preuves de la paire aidance professionnelle, mais rappelons-nous avant tout que la pratique reste récente, les modes d'exercice hétérogènes et les méthodes utilisées pour l'évaluer sont parfois mal choisies. La recherche dite qualitative qui est employée en sciences humaines et sociales pour décrire et comprendre des faits sociaux, par exemple, est riche de résultats positifs concernant la paire aidance professionnelle, mais elle est bien souvent injustement reléguée au rang de méthode non scientifique. Les personnes que nous accompagnons, engageons à rencontrer des pairs aidants professionnels, doivent peut-être rester notre boussole pour améliorer la pratique, la définir au mieux et la rendre plus forte dans nos institutions. Donc, pour conclure, je voudrais vraiment vous remercier, vous engager à vous soutenir mutuellement, à vous structurer pour défendre cette pratique et vous défendre face aux résistances qui sont quand même encore nombreuses. Et merci de m'avoir écouté. Donc Stéphane, moi je vis avec la bipolarité et je voudrais insister peut-être sur un point, c'est que quand j'ai été diagnostiqué, on ne m'a pas dit que c'était possible d'aller mieux. Et donc moi je pensais que ma vie était foutue. Et j'ai perdu 2 ans de ma vie en désespoir. Et donc si je fais ce métier de père aidant maintenant, c'est pour essayer d'être un porteur d'espoir et pour que quelqu'un, quelque part, puisse gagner un peu 2 ans de sa vie. Alors, je voudrais réagir peut-être sur quelques mots de vocabulaire et ce que surtout vient de dire sur l'évidence, evidence-based. En fait, quand on demande aux personnes accompagnées ce qu'elles veulent, c'est se rétablir et tous les moyens sont bons. Et le contact avec les pairs est régulièrement cité comme un adjuvant très important. Et ça me fait dire aussi qu'on parle beaucoup des institutions, des équipes, des pairs aidants, mais il ne faut vraiment pas oublier que tout ce qu'on fait ici, c'est pour soutenir le rétablissement des personnes accompagnées. Et enfin, un petit mot sur un autre mot de vocabulaire. J'ai entendu plusieurs fois le terme pair aidé. Ici, en Belgique francophone, on essaye d'utiliser le terme personne accompagnée, parce qu'il nous semble que dans la paire aidance, il y a une relation mutuelle qui va dans les deux sens et qui peut-être est un des points qui différencie la relation de pair avec la relation de soins ou la relation professionnelle. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, je travaille à Bruxelles au SMES. Donc, l'objectif de cette association, c'est de favoriser l'accès aux droits aux personnes qui sont un peu éloignées du système et qui présentent des problématiques complexes et multiples, donc santé mentale, addiction, précarité. Donc une des bases du SMES, c'est un projet Housing First. Il y a aussi une volonté, vu les problématiques complexes, de pouvoir soutenir les professionnels de la santé qui, en fonction des domaines, ne se connaissent pas forcément. Et donc il y a un axe de connexion et un axe de support. On a une équipe qui peut intervenir en première ligne pour soutenir la réflexion des professionnels qui sont un peu arrivés au bout, parfois de certaines situations, avec des personnes qu'ils accompagnent. Et donc cette équipe vient en support de la réflexion. Et encore, en termes de support, il y a le projet PAT pour Peer and Team Support, dans lequel moi je travaille. Et notre objectif, c'est d'accompagner les équipes et les former, les équipes qui souhaitent engager des pairs aidants. Et puis, on a une action de soutien aussi auprès des pairs aidants qui sont formés. Alors, ça me permet de souligner sur un point, c'est que nous défendons les projets de tous les pairs aidants, qu'ils soient professionnels, bénévoles, volontaires, parce que chacun a son chemin, parce que chacun a ses contraintes, ses envies, et que être bénévole, volontaire dans une équipe, c'est aussi ambitionner ou avoir l'ambition de travailler avec professionnalisme.
Et donc mon boulot, c'est vraiment d'accompagner les équipes. Ici, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait en Belgique francophone. Vous voyez un petit soleil bleu. Je vais essayer de pointer peut-être ce que je perçois comme peut-être des spécificités par rapport à ce que j'ai eu l'occasion de voir dans d'autres pays. Alors la Belgique, c'est un truc assez compliqué institutionnellement. On ne va pas rentrer dedans. Et donc il y a différentes initiatives en fonction des régions et du fédéral. Et donc, oui, le SMES, j'ai déjà un peu défloré le sujet. Alors, un petit mot de vocabulaire. En Belgique francophone, on a choisi le terme père aidant. Les Flamands avaient choisi le terme expert du vécu, ce que le fédéral a aussi récupéré comme terme. Et donc, expert du vécu, père aidant à la base, c'est la même veine. C'est le fait d'avoir vécu la souffrance et le rétablissement et de vouloir essayer d'aider d'autres personnes. Et puis, pour complexifier les choses ici en Belgique francophone, il y a aussi des experts du vécu dont la mission, c'est d'essayer d'aider les administrations à simplifier les procédures. Donc, leur objectif, ce n'est pas d'accompagner le rétablissement. Et maintenant, le fédéral a instauré des référents experts du vécu qui sont en train de définir leur mission, mais qui, dans l'idée, sont là pour essayer de favoriser le recours aux experts du vécu dans les équipes pluridisciplinaires. Alors, le SMES, il a l'expérience de la pérédance depuis 2014, et au fur et à mesure que le terme pérédant est arrivé, on a eu des équipes qui sont venues vers nous en disant vous avez l'expérience, nous, on s'y intéresse, est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc, c'est pour ça qu'on a mis le projet PAT sur pied depuis 2020 à Bruxelles et puis en Wallonie. Alors, quand on a mis le projet sur pied, on a un peu regardé ce qui se faisait à l'étranger. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des pères aidants qui avaient été engagés et on les a introduits dans les équipes sans que les équipes aient eu l'occasion de réfléchir à l'avance à ce que ça représente d'avoir un ancien usager, un ancien patient comme collègue. Et donc ça a généré des situations assez compliquées pour les pères aidants, les équipes, mais aussi pour les personnes accompagnées, parce que voir un ancien patient qui revient avec un job, c'est quand même une perspective assez importante. Et quand ça se passe mal, c'est perçu aussi comme potentiellement un obstacle à leur projet. Et l'autre chose qu'on avait constaté chez nous, c'est qu'il y avait beaucoup d'équipes qui réfléchissaient en vase clos, donc entre professionnels du soin, sans avoir rencontré des pères aidants. Donc nous, on s'est dit, on va faire un peu autrement. Et donc, on va monter une équipe de pères aidants. Ici, maintenant, on est 6 pères aidants. Et on va essayer d'intervenir en amont de l'engagement des pères aidants. Donc on a cette mission-là de base, et puis évidemment on essaye de déployer la pérédance par du plaidoyer. Alors ça, on a mis sur pied une méthodologie pour pouvoir intervenir dans les équipes de différents domaines. Et donc ça, je pense que j'en parle plus loin, mais je vais déjà un peu déflorer le sujet. C'est que la pérédance chez nous, elle s'est développée par le terrain, et un terrain très multiple. Et donc, on a de la pérédance dans la santé mentale, dans les assuétudes, dans la précarité, les violences faites aux femmes, le logement. Donc, on a de la pérédance vraiment dans beaucoup de domaines, et c'est quelque chose que nous, on accompagne de la même manière. Alors, ça peut paraître assez étonnant, mais la méthodologie qu'on a mise sur pied, elle vise essentiellement à aider les équipes à réfléchir à c'est quoi avoir un collègue, père aidant, et en quoi est-ce qu'il va m'aider à encore mieux faire mon boulot. Et donc on accompagne vraiment ces équipes tout au long de la réflexion. On démarre principalement par des questions de représentation, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il ne va pas rechuter? Est-ce qu'on ne va pas devoir le mettre dans la ouate parce que c'est un père aidant un peu fragile? Donc il y a toutes ces représentations et ces projections qu'on essaye de discuter avec les équipes. Et on leur dit, nous, on est là pour essayer de répondre aux questions qui sont plus difficiles, parce que quand ces questions-là ne se posent pas avant l'engagement, une fois que la personne est là, ça personnifie les choses. Et donc, on n'a plus l'occasion de débattre de la même manière pardon, des rechutes et ce genre de choses. Donc, vous voyez, les 3 premières cases, c'est l'accompagnement des équipes.
entre ce dont ils ont besoin. On fait des immersions, donc on accompagne les travailleurs sur le terrain pendant leur job. Et là, l'objectif, c'est de quitter un peu l'idée de la paire aidance pour identifier sur le terrain en quoi la paire aidance pourrait les aider dans leur travail. Donc moi, mon job, c'est de pointer, de dire, tiens, si j'avais été paire aidant avec toi, peut-être que j'aurais essayé d'amener ça. Ou j'ai capté ceci, est-ce que tu as capté la même chose? Donc d'aider les travailleurs à commencer à digérer le fait qu'ils vont avoir quelqu'un qui va les aider dans leur boulot. Et puis une fois que ça est passé, on passe à la description de fonction. Qu'est-ce qu'ils vont faire précisément? Nous, on peut aussi être là au moment des engagements. Alors, on ne fait pas la sélection parce que ce sont les institutions elles-mêmes qui engagent. Donc, on n'a pas le système de plateforme un peu comme Esper. Et donc, on est là avec les lunettes paire aidance. De qui est-ce que la personne se sent paire? Comment est-ce qu'elle se voit aidante? Peut-être les questions sur comment elle va parler de son rétablissement. Des questions qui ne sont pas toujours faciles à poser pour les équipes. Cette période-là, ça dure un peu entre 3 et 12 mois. Donc on est avec des équipes qui sont plus ou moins loin dans leur réflexion, donc parfois qui se donnent le temps. Et donc on les accompagne en fonction de leur rythme. Et puis, une fois que les paires aidantes sont engagés, on continue à répondre aux demandes des équipes en termes de formation ou de structuration sur le terrain. Et pour les aidants, les paires aidants qui sont engagés ou bénévoles, actifs sur le terrain, on propose des intervisions. Alors, les intervisions, c'est une réunion de paires aidants qui est mensuelle et qui permet de faire de l'analyse de pratique entre paires aidants. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir soutenir la réflexion ensemble sur des questions qui se posent, des perspectives à poser ou des problèmes. Donc cette analyse de pratique, c'est un peu de la formation continuée aussi, puisque dans les cas qu'on discute, ça revient toujours à la même chose. C'est quoi être père? C'est quoi la relation de père? Ses limites, ce qu'elle implique. Et puis, c'est comment est-ce que je peux être aidant par rapport à la personne que j'essaie d'accompagner ou par rapport à l'équipe. Et donc, ces deux choses-là qui reviennent dans toutes les situations, ça permet aussi de cultiver l'identité de père aidant. La plupart des pères aidants chez nous, ils sont seuls dans leur équipe ou dans leur institution. Donc le fait de pouvoir se rassembler, pouvoir discuter, ça renforce l'identité et peut-être ça évite un peu une dérive de la position de père dans les équipes. Donc on a 3 groupes mensuels, dont un groupe en ligne, avec notamment la participation de pères aidants français. Alors, notre petite expérience depuis 2021, en nombre d'équipes suivies, un peu dans tous les domaines, comme je vous disais, on commence à avoir pas mal de pères aidants engagés dans les équipes en tant que salariés. Et vous voyez, 34, dans les mois qui viennent, encore une dizaine. Et donc, en Belgique francophone, même si on avait pris du retard, on est en train d'accélérer et d'arriver quand même à quelque chose qui est un peu une masse critique, je veux dire. On a fait une petite cartographie, donc ça c'est en ligne si vous voulez voir un peu là où il y a des expériences de paire aidance. Et puis les contextes et les institutions dans lesquelles ça se déploie, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé. Alors, que font les paires aidants? Souvent c'est ce que les équipes nous demandent. Ce qu'on essaye de leur faire comprendre au départ, c'est que les paires aidants, un des rôles principaux, c'est d'être porteur d'espoir. L'espoir qu'il est possible d'aller mieux, l'espoir qu'il est possible de récupérer sa vie, en tout cas d'être acteur avec les soignants pour essayer de progresser. Et ça, ça se passe sur l'expérience du rétablissement, des savoirs expérientiels et l'expertise qu'on a pu en tirer. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que là, vous êtes OK. Et puis dans les rôles, il y a plutôt le père et il y a plutôt l'aidant. Donc ça, c'est 4 rôles que nous, on a identifiés un peu dans toutes les équipes qu'on a suivies. Donc le rôle vis-à-vis des personnes accompagnées, un rôle de lien. Parfois, il faut le restaurer, parfois, il faut l'entretenir, parfois, il faut faire le lien avec l'équipe. Le lien aussi avec les familles. Chez nous, la paire aidance familiale dans les équipes n'est pas encore développée. Et donc, les paires aidants sont aussi des agents pour la liaison avec les familles. Il y a le soutien, évidemment, la déstigmatisation, le fait de pouvoir accompagner la difficulté, le fait simplement de pouvoir s'asseoir et de dire oui, on souffre et c'est normal et on n'est pas forcément là obligé d'en faire quelque chose. On peut essayer de voir comment
identifier les forces pour pouvoir aller plus loin. Et pour pouvoir aller plus loin, généralement, les pères aidants, ils sont porteurs d'activités, en binôme souvent, avec d'autres professionnels, autour des activités rétablissement. C'est quoi se rétablir? C'est quoi l'empowerment? C'est quoi les outils que je peux essayer d'acquérir? Et puis, dernière mission ou grand rôle, c'est l'orientation. Qu'est-ce qui existe comme ressources à l'extérieur, aussi en dehors du système d'accompagnement et de soins, pour éviter la chronicisation ou le fait de tourner en rond vis-à-vis des mêmes acteurs. Parfois accompagner physiquement aussi vers d'autres institutions ou dans des démarches. Donc voilà, ça c'est les 4 grands rôles que nous on a identifiés en fait. Derrière, il y a des tâches très spécifiques que les pères aidants vont remplir en fonction du contexte. Les rôles sont aussi avec des importances variables. Hein. Le lien dans l'équipe mobile, ça va vraiment être super important parce que sans ça, c'est compliqué de faire son travail. Et puis, les activités autour de rétablissement dans les institutions, l'éducation thérapeutique, la psychoéducation, l'autogestion, ça, c'est des choses qu'on va peut-être retrouver plus. Puis, évidemment, il y a le rôle dans l'équipe avec la complémentarité. Ça, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, sur comment le père aidant, avec l'équipe, peut encore mieux accompagner la personne. Comment est-ce que le père aidant est encore une corde en plus à l'arc des professionnels? Et moi, j'ai été père aidant dans un club psychosocial, par exemple, où on avait des moments de psychoéducation. Et donc, le vendredi, avec le psychologue, on avait 2 heures pour discuter avec les personnes. Et c'était très clair que les personnes, parfois, se tournaient vers Denis, parce que lui, en tant que psychologue, les personnes avaient envie d'avoir son point de vue de professionnel, de par ses études, mais également de toute son expérience, ou vers moi, en disant, tiens, dans telle situation, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place? Et donc, cette complémentarité, elle est vraiment très importante. C'est important que les équipes le comprennent, et c'est important que les équipes puissent construire un projet avec les pères aidants au bénéfice des personnes accompagnées. Alors, les pères aidants, ils font une multitude de choses. Comme je vous disais, nous, on insiste un petit peu aussi sur le fait que les pères aidants sont des vecteurs du rétablissement, mais également de la promotion de la santé. Il y a un gros focus maintenant en Belgique francophone sur la promotion de la santé. Alors, un petit focus sur les formations. Nous, pendant l'accompagnement, on forme les équipes en insistant beaucoup sur les notions de rétablissement, puisque c'est l'outil du père aidant. On les amène à réfléchir sur leur propre rétablissement. Tout le monde se rétablit de quelque chose, ça leur permet de toucher un peu du doigt en quoi le père aidant va aller puiser là-dedans, mais que lui, il va en faire son outil, il va en faire sa casquette première avec laquelle il arrive. Et puis on a aussi des formations hors accompagnement. Il y a un hôpital psychiatrique qui nous a demandé de former tout son personnel à la notion de rétablissement et la notion de père aidance. Donc le personnel comprenne parce que leur objectif, c'est de déployer la père aidance dans tous les services. Et ils voudraient que les équipes soient déjà un petit peu sensibilisées, formées, parce qu'ils vont rencontrer les pères aidants sur le terrain. France a parlé un peu de la formation chez nous, qui est une formation d'1 an. Je pense qu'il y a des spécificités aussi. Elle est gratuite, du moins je parle sous son contrôle, mais les frais d'inscription sont vraiment très limités. La formation s'adresse à tout type de père aidant, donc santé mentale, addiction, précarité, ce qui est vraiment une toute grande richesse, parce que les personnes qu'on essaie d'accompagner, ce n'est pas des tranches de saucisson, donc avoir le réseau des pères aidants autour, c'est extrêmement important. Les gars en santé mentale, parfois, ils prennent leur téléphone et ils essayent d'appeler un père aidant addiction, parce que dans l'équipe, il y a une problématique autour des addictions et c'est compliqué d'en faire quelque chose. Le fait aussi que c'est accessible à tout le monde, sans diplôme d'enseignement supérieur, d'enseignement secondaire supérieur. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des pères aidants qui ont décroché de leur parcours scolaire, qui n'ont pas ce diplôme-là. Et donc l'importance de pouvoir les accueillir et de pouvoir faire la place aussi au savoir expérientiel, même si ils n'ont pas ce diplôme de base.
Alors évidemment, le revers de la médaille, c'est que comme ce n'est pas diplômant, les équipes trouvent que parfois ce n'est pas suffisant. Et donc les pères aidants, pour partie, sont sous-payés par rapport, je pense, à ce à quoi ils pourraient prétendre si la formation était diplômante. Donc voilà, c'est un peu les deux faces de la médaille. Ce sur quoi on travaille pour l'instant. Dans le domaine sanitaire, comme vous dites, il y a une classification de fonctions pour les travailleurs. Donc on a quitté le diplôme pour parler des fonctions. Et là, quand on regarde certaines fonctions, éducateur, accompagnateur, on pourrait les écrire comme si c'était les pères aidants aussi, mais avec des outils différents. Les fonctions, les missions sont à peu près les mêmes. Donc on va essayer de travailler là-dessus et au projet PAT, pour les pères aidants qui sont engagés, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir cette formation initiale, on leur propose 4 jours, vraiment les bases de la réflexion de c'est quoi être père aidant, le rétablissement, s'interroger sur le secret professionnel, les limites qu'on peut se mettre, le bien-être. Et puis c'est à eux de continuer à se former à travers les équipes. Alors, en termes de formation, il y a aussi la question des compétences. Et quand on regarde les compétences, les référentiels ou même peut-être parfois les formations, on constate que les compétences spécifiques des pères aidants, elles ne sont pas forcément mises en valeur très explicitement. Or, les équipes, ils essayent de comprendre en quoi c'est spécifique la père aidance. Donc on est en train de réfléchir à un petit référentiel de compétences transsectorielles avec des compétences de base. Parfois, certains pères aidants, ils ne savent pas utiliser un agenda parce qu'ils n'ont jamais été confrontés. Prendre la parole dans une réunion d'équipe, voilà, quand on ne l'a jamais fait, ça peut être compliqué. Le vocabulaire aussi, qui peut être spécifique alors au contexte d'intervention. Et donc là, par exemple, chez nous, on parle d'abstinence ou de réduction des risques. Il y a la connaissance des réseaux d'accompagnement, de l'offre de services. Donc ça, c'est un peu la compétence de base des pères aidants. Soit ils l'ont, soit c'est partiel, soit pas du tout. Et donc l'objectif, quand ils sont engagés, ce sera de proposer aux équipes et aux pères aidants de réfléchir, tiens, c'est quoi les compétences qu'il faudrait que j'acquière ou que je développe. Ça, c'est la base. Et puis, il y a les compétences plus spécifiques aux pères aidants. Donc, l'analyse du parcours de rétablissement, comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser, comment je lui donne sens. Il y a la relation de père, évidemment, première partie de père aidant. Comment est-ce que je l'établis, comment est-ce que j'établis un cadre dans lequel tout le monde se sent en sécurité. Comment est-ce que cette relation débute, se déploie et se termine. Qu'est-ce que ça implique d'être père. Comment est-ce que j'ai une présence auprès des personnes et en même temps d'être un professionnel au sein de l'équipe. Et puis, il y a la relation d'aide. Comment est-ce qu'en puisant dans ce rétablissement et cette relation de père, je peux essayer d'être aidant. Donc ça, les compétences, je pense que c'est quelque chose que les pères aidants peuvent essayer de se saisir, parce qu'on n'arrive pas forcément tout nu, les mains dans les poches, dans une équipe. 15 ans de bipolarité, voilà, ok, mais qu'est-ce que tu peux faire? On peut faire plein d'autres choses, comme ça notamment a été souligné par Fabrice, mais le fait de l'exprimer comme ça, on pense que ça va pouvoir aider les équipes à pouvoir avancer dans leur compréhension. Alors, ce qui était un peu, peut-être plus spécifique chez nous, c'est les intervisions. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Non, voilà, je vous ai un peu parlé de notre accompagnement des équipes, avec la formation des équipes, celle des pères aidants, le soutien à travers les intervisions. On a aussi cet axe plaidoyer. Je pense que peut-être que par rapport à ici la France, on a peut-être un accès plus aisé aux décideurs politiques. Hier, j'étais à la Chambre des représentants au fédéral pour parler santé mentale et père aidance, par exemple. À l'international, il y a pas mal de choses aussi qui se sont développées, donc on n'est pas tout seul ici à réfléchir à la père aidance. Donc au départ de la Belgique, on a lancé la FAPAF. J'ai essayé de faire paf-paf, mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est la Fédération des associations de pères aidants francophones. Donc autour de la table, autour de la visio, on a des associations de Belgique, France, Suisse et du Québec. Et on a commencé à travailler un peu sur une charte de valeurs qu'on a eu l'occasion de mettre sur pied. On voudrait continuer avec une réflexion sur comment est-ce qu'on traduit ça dans la pratique au quotidien.
pour que les pères aidants puissent réfléchir à leur pratique et qu'est-ce qu'ils veulent y injecter. Il y a le travail sur les compétences, un plaidoyer international, et on espère pouvoir mettre sur pied un événement en 2026. Et donc cette fédération-là, pour l'instant, c'est une fédération un peu, on appelle ça association de fait, donc on n'a pas de statut, on n'a pas d'existence légale. L'important pour nous, c'est déjà de se rencontrer, de se connaître et de réfléchir à ce dont on aurait besoin pour développer la pérédance à l'international. Il y a eu un projet Erasmus+, avec Jean-François, il y a eu Esper, et là, l'idée était de réfléchir à l'écosystème de la pérédance, avec les différents axes. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'écosystème se développe? Et il y a eu 2 MOOC qui ont été produits. Le MOOC de Jean-François sur le rétablissement, qui a été traduit dans différentes langues, donc lui existait déjà. Et puis un MOOC sur la pratique de la pérédance et de point de vue des pères aidants, qu'est-ce que ça représente. Donc là, on a aussi eu des pères aidants de Norvège, d'Espagne, Belgique, France, d'Allemagne et du Québec. Et donc là, l'objectif était d'essayer d'avoir une réflexion en commun sur une compréhension de ce qu'on pouvait essayer de partager. Donc moi, je vous encourage à essayer d'aller jeter un œil sur les MOOC pour vous, ou peut-être même pour les personnes que vous accompagnez. Alors, pour nous, les enjeux, ils sont bien clairs. La pérédance se développe, c'est en marche et ça va continuer. On a rédigé une petite brochure qui fait un peu la somme de ce que je vous ai raconté jusque-là, qui se base aussi sur des témoignages de personnes accompagnées, de pères aidants et de coordinateurs d'équipe. D'ailleurs, si tu peux montrer la petite brochure, j'en ai un là, si vous voulez le regarder. Oui, en flamand, mais on est financé par les 2 côtés de Bruxelles. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, c'est aussi évidemment disponible en ligne, notamment sur le rôle des pères aidants. Vous allez retrouver ça sur les obstacles, sur les enjeux. Alors les tendances, ça je ne vais pas vous en parler en détail, mais au niveau international, il y a des tendances lourdes auprès de grands organismes. L'OMS, l'OCDE et ici l'Assemblée générale de l'ONU qui vient d'avoir lieu sur la santé mentale. Il y a vraiment un drive, il y a vraiment une tendance lourde, une insistance sur en quoi la pérédance, en quoi l'expertise du vécu va pouvoir aider au niveau politique, au niveau de l'organisation des systèmes, au niveau des pratiques des équipes. Et donc, le cadre international, il est posé, il est validé par les pays. Et donc, je pense que c'est important de le rappeler aux équipes et aux institutions. On ne part pas non plus de quelque chose où il n'existe rien. Ça a déjà été validé. Et l'OMS vient de sortir une feuille de route sur l'intégration de l'expertise du vécu dans le système de soins, avec une attention aussi sur la professionnalisation de cette expertise du vécu. Chez nous, le plus gros drive, il vient du fédéral qui a investi des moyens dans différents projets de manière, on l'espère, structurelle. Donc des unités de soins intensifs dans des hôpitaux psychiatriques, pour des trajets de soins de personnes internées, pour des psychologues de première ligne. Et donc il y a vraiment une envie là du fédéral de déployer la pérédance. Il y a une étude aussi de notre Institut Maladie Invalidité sur le sujet. Alors les obstacles, pour nous, les enjeux, ça d'intégrer cette notion de pérédance dans les politiques publiques. Et chez nous, et peut-être un peu chez vous, on a pris peut-être les choses en sens inverse. On a commencé à parler de pérédance avant de parler de rétablissement et de savoir expérientiel. Et je pense que si ces notions-là étaient les principes directeurs de nos politiques de santé et d'accompagnement social, alors les personnes, leurs droits et leurs ambitions seraient beaucoup plus prises en compte directement, et la pérédance en découlerait beaucoup plus spontanément. Quand je pose la question aux équipes, est-ce que vous travaillez au rétablissement des personnes que vous accompagnez? La réponse est vraiment unanime. Oui, c'est au cœur de nos pratiques. Et je leur réponds, si c'est le cas, ça vaut peut-être la peine de travailler avec quelqu'un qui s'est rétabli. Et donc voilà, un des enjeux, c'est vraiment d'intégrer ça, d'avoir du financement structurel, de travailler sur le métier avec les fonctions et les barèmes, de reconnaissance des compétences, des formations,
et de renforcer pour moi cette collaboration internationale qui est un peu en gage du mouvement qui est en cours. Ce n'est pas quelques petits pères aidants qui, après 15 ans de bipolarité ou d'assuétude ou de rue, viennent et disent « on va faire quelque chose ». Non, il y a vraiment un mouvement international et les personnes qui essayent de se rétablir le disent clairement. Nous, ce qu'on veut, c'est se rétablir. Et le contact avec les pairs, c'est important. Voilà, j'en terminerai ici pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre intérêt pour ce qui se passe ici en Belgique. Et voilà, je suis vraiment heureux et même un peu ému de partager ça avec vous. Donc, grand merci à tous les pères aidants et à ceux qui travaillent pour le bien des personnes accompagnées.